Impôts et justice sociale, le podcast francophone du réseau Tax Justice Network. Bienvenue à Impôts et justice sociale, le podcast qui vous parle en français de la justice fiscale en Afrique et dans le monde. Je m'appelle Idriss Lynch. À la une ce mois. À la une ce mois, bien sûr, nous allons parler de l'indice d'opacité financière. L'équipe d'analyse des politiques fiscales de Tax Justice Network a rendu public le résultat de ses travaux. Et ce qu'on apprend sans grande surprise, c'est que les pays les plus puissants économiquement continuent malheureusement d'être aussi ceux qui favorisent le plus les possibilités d'opérer des flux financiers opaques ou encore de dissimuler la fortune. En position d'invité, nous avons Max Gallienne qui travaille pour le Centre international pour la fiscalité et le développement. Avec lui, nous allons discuter de la tendance visant à élargir l'assiette fiscale vers des acteurs économiques non enregistrés ou alors des très petites entreprises, comme c'est très souvent le cas en Afrique. Vous verrez que c'est parfois très peu efficace, mais aussi pas toujours aussi équitable. Voilà pour la une, à tout de suite pour les détails. Madame, Monsieur, vous écoutez votre 71e, et oui, 71e épisode du podcast en français Impôts et justice sociale proposé par Tax Justice Network sur la justice fiscale et la justice sociale en Afrique et dans le monde. Je vous le disais en une, aujourd'hui, je vous annonce le lancement le 3 juin 2025 dernier du rapport 2025 de l'indice d'opacité financière. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un classement qui, tous les 2 ans, expose les pays les plus complices dans l'aide et la facilitation apportée aux individus et entités juridiques pour dissimuler leurs finances, leurs fortunes au regard de la loi, alimentant ainsi des phénomènes comme l'évasion fiscale, le blanchiment des capitaux et ultimement les inégalités, notamment en Afrique. Rappelez-vous ce discours du vice-président Ourama de la Banque africaine de développement qui dévoilait que l'Afrique perd chaque année 513 milliards en raison des manipulations des prix sur le commerce mondial, la corruption et surtout le transfert des bénéfices par les multinationales. Alors l'indice d'opacité financière qui est publié par Tax Justice Network classe les pays en fonction de 2 facteurs clés. Vous devez le comprendre. Il y a d'une part le score d'opacité qui mesure dans quelle perspective les lois et les réglementations d'un pays sont suffisamment fortes ou pas pour favoriser ou non l'opacité financière. Et de l'autre côté, il y a le poids à l'échelle mondiale qui examine le volume des services financiers offshore fournis aux résidents d'autres pays. Et contrairement aux listes noires traditionnelles, vous savez, les listes noires, tel pays africain est dans une liste noire parce qu'ils n'ont pas respecté ceci, ils n'ont pas respecté cela, l'indice d'opacité financière ne se limite pas à simplement examiner les lois. Il analyse comment ces lois interagissent avec les activités financières pour créer de l'opacité dans la pratique. Alors,
La mise à jour de 2025 relève plusieurs points dont le monde et surtout l'Afrique devraient pouvoir s'inquiéter. La première chose, l'indice révèle un lien croissant entre la facilitation de l'opacité financière et la montée des régimes autocrates. Alex Cobham, directeur exécutif de Tax Justice Network, le dit sans détour. Je cite, « La démocratie telle que nous la connaissons aujourd'hui a commencé par un combat pour des impôts justes. » Je ferme la parenthèse pour dire, il a raison. C'est parce que les servants dans le royaume britannique avaient décidé que le roi doit justifier pourquoi on doit lui verser des rentes, qu'on a commencé à avoir un système de représentation. Et Alex le dit, j'ouvre encore les guillemets, pas d'imposition sans représentation. Nous avons laissé les super riches et les plus grandes entreprises opérer hors de portée des impôts pendant si longtemps qu'ils ont accumulé assez de richesses à un niveau extrême pour menacer la démocratie elle-même. C'est fort ce que vient de dire Alex. Et nous le constatons dans la plupart des pays, on voit très bien que les oligarques prennent le pouvoir et dictent la manière dont celui-ci doit s'exercer. La deuxième chose que l'indice d'opacité financière 2025 expose, c'est l'approche dite du Jekyll and Hyde de l'Union européenne en matière d'opacité financière. C'est quoi le Jekyll and Hyde? Bien que les pays de l'Union européenne apparaissent souvent comme des leaders en matière de transparence fiscale sur le papier, en raison des lois, en raison des textes, en raison des régulations, ils sont aussi parmi les plus grands fournisseurs d'opacité financière dans la pratique. Plus de la moitié des pays de l'Union européenne exploitent une ou plusieurs failles dans le droit international pour protéger les évadés fiscaux des pays qui ne sont pas forcément des pays membres de l'Union européenne, tout en coopérant pleinement avec les autres nations de l'UE. C'est-à-dire que l'Union européenne est parvenue à se protéger, mais ne protège pas les autres nations de ceux qui s'y évadent avec les impôts qui serviraient à financer le développement, le profit shifting, et alimente ainsi une facilitation d'opacité financière qui détruit le reste du monde. Cette transparence sélective nuit de manière disproportionnée aux pays à faible revenu qui dépendent encore malheureusement des recettes fiscales pour financer les services publics. Vous savez, dès que ça va mal en Afrique, on dit non, il faut réformer, il faut réorganiser, il faut réajuster, mais personne ne dit remettez l'argent des pays africains qu'ils ne peuvent pas prélever à cause du transfert des bénéfices. Selon la Banque africaine de développement, jusqu'à 278 milliards de dollars chaque année. Vous pouvez faire le calcul. Alors, Moran Hariri, directrice adjointe de l'équipe des politiques fiscales au sein de Tax Justice Network, a dénoncé ce qu'elle appelle une hypocrisie. Je cite, « La plupart des pays travaillent actuellement à réformer les règles fiscales internationales à l'ONU. Mais les pays de l'Union européenne continuent d'essayer de bloquer ce travail en disant que si ce n'est pas cassé, il ne faut pas le réparer. Nos conclusions montrent que les règles sont bel et bien cassées et les pays de l'Union européenne ont largement contribué à les casser. » C'est Moran Hariri qui le dit, je ferme les guillemets.
L'indice d'opacité financière 2025 nous montre que l'Union européenne représente désormais 21% de l'offre mondiale d'opacité financière. Une part plus importante que toute autre région, alors même que nous savons que la fuite de l'impôt aggrave des inégalités mondiales et sape la confiance dans les systèmes fiscaux internationaux. Le troisième point, l'indice d'opacité financière 2025 souligne l'urgence d'une convention fiscale à l'ONU pour répondre à ces problèmes systémiques. On ne peut plus continuer de discuter de cela dans le cadre de l'OCDE. Pendant plus de 60 ans, les règles fiscales mondiales ont été établies par un petit groupe de pays riches, souvent à huis clos, privilégiant les intérêts des entreprises au détriment du bien-être public. La Convention fiscale de l'ONU, qui est prévue pour être finalisée d'ici 2027, qui a été portée par le groupe africain et le Mouvement international pour la justice fiscale, vise à créer un cadre transparent et démocratique inclusif qui garantira une imposition équitable, mettra fin à l'opacité financière. Cependant, l'opposition des pays comme les États-Unis, qui ont quitté la salle des négociations récemment, et pourtant qui sont classés parmi les premiers fournisseurs de services d'opacité financière et de certains pays de l'Union européenne. Certains, pas tous. Il y a des pays de l'Union européenne qui soutiennent d'une manière ou d'une autre le mouvement pour la justice fiscale, menace ces programmes. Alex Cobham insiste sur les enjeux. Je cite, « La meilleure façon de défendre notre démocratie est d'avoir plus de démocratie. » Et c'est exactement ce que représente la Convention fiscale de l'ONU. Cela signifie que les gouvernements ne peuvent plus décider des règles fiscales mondiales à huis clos où seuls les lobbyistes des super riches sont entendus. Alex précise que les engagements de la Convention tels que l'amélioration de l'assistance administrative mutuelle et la lutte contre les flux financiers illicites répondent directement à la transparence sélective de l'Union européenne et au refus des États-Unis de partager des informations financières avec les autorités fiscales d'autres pays. Nous allons revenir sur ce point une autre fois. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir d'autre? Les États-Unis, en tant que premier fournisseur mondial d'opacité financière, établissent un précédent dangereux. Le refus d'adopter la norme commune de déclaration de l'OCDE, utilisée par plus de 100 pays pour partager automatiquement des informations financières, coûte aux autres nations du monde 37,5 milliards de dollars par an en impôts perdus sur les seuls individus fortunés. Sous l'administration de Donald Trump, cette position s'est durcie avec des menaces visant à saper la souveraineté fiscale d'autres pays en exigeant que ces derniers renoncent à leur droit de taxer les entreprises américaines opérant sur leur territoire. Cette posture, qui est agressive, autocrate, perpétue non seulement l'opacité financière, mais risque également d'éroder davantage les normes démocratiques. Comme l'avertit Sergio Chaparro Hernandez, responsable des politiques internationales et du plaidoyer au sein de Tax Justice Network, les pays de l'Union européenne doivent se demander: sommes-nous une démocratie si nos lois fiscales sont dictées par Trump? La volonté de nos peuples gouverne-t-elle notre territoire? Ou laissons-nous nos économies être exploitées par des multinationales américaines intaxables et ingouvernables?
Évidemment, nous allons revenir sur plus de détails concernant cet indice d'opacité financière. Je vous le promets, il y a plein de petits détails croustillants. Le temps pour moi de regrouper quelques experts qui ont travaillé sur ce dossier afin de mieux vous expliquer les jeux et les enjeux derrière ce classement. Je rappelle que l'Afrique continue d'avoir une place honorable, elle qui fournit peu de services financiers offshore. Elle qui essaye d'améliorer son dispositif de lutte contre les pratiques financières illicites malgré des coûts exorbitants qu'ils ne peuvent pas toujours mobiliser en raison justement de l'érosion de la base imposable qui se retrouve dans des pays européens, dans des juridictions opaques, dans des paradis fiscaux. L'Afrique continue d'avancer. Mais l'Afrique doit faire encore d'efforts. Et là aussi, nous allons revenir dans une prochaine édition. Tout de suite, passons à l'invité. L'invité du jour. Je vous l'annonçais aussi en une de ce podcast. Nous avons un invité. Lui, c'est Max Gallienne. C'est un grand invité et pas des moindres. Il est politologue spécialisé dans l'économie politique du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, mais aussi l'Afrique subsaharienne. Il a travaillé sur des politiques de développement, les économies informelles et non enregistrées. Il est actuellement chercheur à l'Institute of Development Studies de l'Université de Sussex. Il est chercheur associé au Centre international pour la fiscalité et le développement, International Center for Taxation and Development, ou encore ICTD, où il co-dirige le programme de recherche sur l'informel et la fiscalité. Il a obtenu son doctorat en développement international à la London School of Economics, avec une thèse intitulée « Smugglers and States, Illegal Trade in the Political Settlements of North Africa ». Les trafiquants et les États, le trafic illégal dans les installations politiques de l'Afrique du Nord, basé sur un travail de terrain très approfondi dans des régions comme la Tunisie et le Maroc, dont il est vraiment la personne qu'il fallait pour ce podcast. Avec lui, nous allons parler d'une tendance des pays africains à élargir l'assiette fiscale. Vous savez, quand le FMI passe, il faut élargir l'assiette fiscale. Et très souvent, on blâme le secteur informel. Ce secteur informel qui se dissimule, qui ne veut pas payer d'impôts, c'est pas faux. Il y a beaucoup de risques dans le secteur informel. Nous ne disons pas que c'est un secteur mais c'est malheureusement le secteur qui donne le plus d'emplois en Afrique et qui contribue à près de 50% de la valeur ajoutée, selon une récente étude de FinAfrique. Mais est-ce que cela en fait une potentielle source de revenus fiscaux supplémentaires? Vous allez le voir avec Max Gallienne. C'est pas forcément très vrai. Alors, je vais peut-être aller dans la première question. Max Gallienne explique que l'enregistrement massif des très petites entreprises ou des acteurs informels pour élargir l'assiette fiscale ne produit pas toujours les résultats attendus. Alors, Max Gallienne, vous l'avez dit dans un rapport qui est aujourd'hui accessible, pourquoi les enregistrements de masse ne fonctionnent pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, nous parler de ce travail déjà, et nous expliquer un peu les grandes lignes de ce que vous avez découvert? Good morning, Idriss, and thank you very much for having me on the podcast. It's a real pleasure. Bonjour Idriss, et un grand merci de m'accueillir dans votre podcast. C'est un véritable plaisir. Je vais vous parler d'un projet que nous avons mené à l'ICTD qui a abouti à la publication d'un rapport l'année dernière intitulé « Pourquoi les campagnes d'enregistrement fiscal ne fonctionnent pas ». Il est important de souligner
que ce n'est pas uniquement mon travail, mais celui d'une équipe de nombreux collègues au sein de l'ICTD. Pour ceux de vos auditeurs qui nous connaissent, nous sommes un grand groupe de chercheurs variés. Nous ne sommes pas toujours d'accord sur tout, mais dans ce cas précis, ce fut l'une de ces occasions agréables où, à travers les différents domaines de nos travaux, que ce soit ceux qui se concentrent sur l'administration fiscale, sur l'informalité ou d'autres aspects, nous avons partagé une observation commune au sein de l'équipe. Et c'est de là qu'est né ce rapport. Et ce que nous avons constaté, c'est qu'il existe une idée fausse très répandue sur le potentiel fiscal des campagnes d'enregistrement de masse. Je pense que beaucoup de gens entendent ces chiffres impressionnants sur la taille des économies informelles ou le pourcentage du PIB généré par les entreprises et les personnes non enregistrées et se disent « Si on pouvait récupérer ne serait-ce qu'une fraction de cela, ça représenterait beaucoup d'argent potentiel ». Et avec cet enthousiasme, souvent mal placé, on voit de nombreuses mises en œuvre de ces campagnes d'enregistrement de masse, qu'il s'agisse de démarches porte-à-porte ou de l'utilisation de tiers pour attirer un grand nombre de personnes. Ce qui est intéressant, et c'est une observation que nous avons faite dans plusieurs projets à l'ICTD, c'est que lorsque l'on examine ces campagnes dans la pratique, elles ne tiennent généralement pas leurs grandes promesses. Elles ne fonctionnent pas très bien. Elles ne génèrent pas beaucoup de recettes et souvent, elles encombrent les registres fiscaux avec un grand nombre de déclarants qui ne paient rien ou qui ne déposent même pas de déclaration. Et je pense que ce n'est pas surprenant si l'on regarde de plus près la structure des revenus des petites entreprises non enregistrées dans la plupart des contextes africains. C'est un domaine sur lequel l'ICTD a travaillé ces dernières années et j'ai collaboré avec des collègues et des partenaires au Ghana. Si l'on examine la structure des revenus des entreprises non enregistrées, on constate une inégalité extrême. La grande majorité des opérateurs, si l'on peut même les appeler des entreprises, sont des personnes qui travaillent dans un cadre informel, avec des revenus très faibles et peu productifs d'un point de vue fiscal. Il existe certes des opérateurs à revenus plus élevés. Cependant, ces campagnes, avec leur approche large et générale, ne sont pas conçues pour cibler ces opérateurs à haut revenu. Elles ne s'attaquent pas aux raisons pour lesquelles ces derniers ont échappé à l'enregistrement auparavant, et par conséquent, elles ne parviennent pas non plus à les enregistrer une seconde fois. Ainsi, au lieu d'enregistrer les rares personnes au sein de ces secteurs qui ont des revenus réellement productifs d'un point de vue fiscal, ces campagnes se concentrent souvent sur l'enregistrement massif de petits opérateurs, faciles à identifier et à enregistrer, mais qui ne sont pas productifs fiscalement, ayant des revenus minimes et effectuant des paiements limités. Cette prise de conscience, cette observation tirée de différents travaux que nous avons menés, a été une incitation pour nous, à l'ICTD, à écrire ensemble et à dire qu'il faut repenser les campagnes d'enregistrement de masse. Nous devons décourager certains des projets en cours qui se sont révélés inefficaces et réfléchir à la manière de mettre en œuvre des campagnes d'enregistrement plus ciblées. And think about how do we implement more targeted registration exercises. Alors, dans un tel contexte, comment concevoir, Max, des politiques fiscales ciblées pour identifier et enregistrer efficacement les entreprises non enregistrées qui sont susceptibles de réaliser pourtant d'importants chiffres d'affaires tout en évitant les limites des campagnes de masse qui finalement, comme vous le dites, captent principalement des opérateurs qui ont très peu de revenus? Yeah, that's a really good question and I think it cuts to the heart of a lot of. Oui, c'est une excellente question et je pense qu'elle touche au cœur de beaucoup de ces enjeux. Il y a de réels problèmes inhérents à la définition du secteur informel. On utilise ce terme à tout va, comme si tout le monde avait la même compréhension de ce qu'il signifie ou de la manière dont on le mesure. En général, on pense aux entreprises non enregistrées, mais la question est, non enregistrées auprès de qui? Et que signifie cet enregistrement? Non enregistrées auprès des autorités fiscales, des municipalités, des opérateurs de sécurité sociale, et ainsi de suite. Et évidemment, cela varie d'un pays à l'autre. Si vous regardez les différentes mesures de l'informalité, elles diffèrent d'une méthode à l'autre. Il y a les mesures directes, qui sont les meilleures. Mais il existe aussi toutes sortes de modèles indirects qui posent encore plus de problèmes et d'où proviennent beaucoup de ces chiffres sur le PIB. C'est donc une grande partie du problème. Nous avons ces chiffres globaux, comme le pourcentage du PIB qui est informel, mais ces conceptions de l'informalité ne sont pas souvent très clairement définies. Elles incluent des opérateurs à haut revenu, parce que c'est le seul moyen d'atteindre ces chiffres impressionnants. Cependant,
Quand on en vient aux campagnes d'enregistrement concrètes, on regarde qui ces campagnes finissent par enregistrer. Et ce que l'on constate, c'est que ces opérateurs à haut revenu sont souvent absents. Du coup, on se retrouve à examiner un autre type d'impérateur informel. Ce sont souvent des petits vendeurs ou des commerçants sur les marchés. Ces petits opérateurs, vendeurs de rue, ne génèrent pas de revenus substantiels, mais ils effectuent souvent des paiements importants au niveau municipal, voire parfois national. Donc, la méthodologie derrière ces estimations importantes qu'on voit souvent n'est pas la même que celle des campagnes d'enregistrement de masse. Les deux sont imparfaites, mais de manière différente. Elles ciblent des groupes différents. En fin de compte, cela revient au fait qu'on n'a pas une bonne compréhension commune de ce qu'on entend par secteur informel. Et les gens parlent parfois sans se comprendre vraiment. Mais si on veut capter des revenus imposables, la question n'est pas de s'intéresser à l'informalité dans son ensemble, mais aux revenus plus élevés qui actuellement ne sont ni taxés ni enregistrés. C'est une question légèrement différente et on se pose souvent la mauvaise question ici. Par conséquent, l'approche la plus sensée est de s'éloigner du langage vague qui entoure le secteur informel et de se tourner vers les entreprises non enregistrées à haut revenu. Comment peut-on les cibler et quelle politique faut-il mettre en place pour s'assurer qu'elles finissent par être enregistrées? How can they be targeted and what kind of policies do we need to make sure those end up in the registry? Alors, vous avez mentionné l'importance de cibler certains gros professionnels indépendants qui ont des revenus élevés et qui souvent échappent aux campagnes de masse, aux campagnes d'enregistrement de masse. Mais il se pose souvent, Max, la question du seuil ou du périmètre. Quel seuil de revenus, quel que soit le type d'activité, doit-on pouvoir identifier comme étant taxable finalement et pour quel périmètre et surtout comment gérer ces aspects de détermination des seuils? That's a good question. I don't think we put a specific threshold on that. C'est une bonne question. Nous ne devrions pas fixer un seuil précis pour cela, et je pense que ce seuil dépendra énormément du contexte du pays dont nous parlons. Je sais que c'est une réponse très académique, mais je crois que dans ce cas, c'est une réponse fondamentale. Parce que, à mon avis, une partie du problème vient du fait que nous avons souvent raisonné en termes de généralisation très large. Si l'on pense aux différentes sources de données que nous avons examinées, qui analysent les structures de revenus dans les économies informelles ou parmi les entreprises non enregistrées, et au travail que nous avons réalisé dans différents contextes, un groupe revient souvent, les professionnels indépendants. Ce sont des personnes, techniquement, non enregistrées, souvent incluses dans les définitions des économies informelles, mais qui peuvent avoir des revenus plus élevés. Par exemple, des avocats, des dentistes ou des comptables, qui gagnent des revenus substantiels et ne sont pas enregistrés. Et sont moins susceptibles d'apparaître dans les campagnes d'enregistrement de masse, comme celles menées dans la rue, parce qu'ils sont moins visibles, mais aussi parce qu'ils peuvent avoir d'autres moyens d'éviter de s'engager avec les agents recenseurs lors de ces campagnes, surtout si elles se font porte à porte. Donc, nous pensons que les professionnels indépendants constituent un domaine important à examiner si l'on veut capter des revenus plus élevés parmi les entreprises non enregistrées. Il existe plusieurs façons d'aborder cela. Par exemple, en collaborant avec des associations professionnelles ou en réfléchissant à des taxes présomptives pour les professionnels. Mais je ne pense pas que ce soit le seul groupe à considérer. Pour mieux comprendre où se trouvent les revenus élevés dans les économies informelles ou parmi les opérateurs non enregistrés, cela dépend tellement du pays qu'il est difficile d'en parler de manière générale. Cependant, si vous discutez avec une autorité fiscale spécifique ou avec des collègues spécialisés en fiscalité dans différents pays, il est souvent possible d'identifier ces points au niveau national. Il s'agit de réfléchir à des secteurs spécifiques, mais je pense que la manière de plus productive est de se pencher sur la chaîne des valeurs au sein de ces secteurs. Alors, une autre question, Max. Compte tenu de l'iniquité perçue dans les campagnes d'enregistrement de masse, qui touchent souvent les opérateurs à faible revenu, vous l'avez déjà dit, déjà lourdement taxés. Alors, quelles sont les leçons apprises que vous pouvez partager avec les autorités fiscales pour concevoir des politiques
d'élargissement de l'assiette fiscale qui sont beaucoup plus équitables et qui pourraient éventuellement cibler des opérateurs, disons, à haut revenu, plutôt que de voir globalement dans toutes les petites et moyennes entreprises un objectif d'augmentation des impôts. One of the really interesting dynamics around mass exercises. Une des dynamiques vraiment intéressantes autour des campagnes d'enregistrement de masse, c'est qu'on les présente souvent en invoquant l'équité, en insistant sur le fait que tout le monde doit payer sa part. Pourtant, dans la pratique, elles sont souvent perçues comme très inéquitables. Cela semble contradictoire au premier abord, mais il y a 3 points clés à retenir concernant les petits opérateurs économiques en Afrique. Et encore une fois, si l'on pense aux entreprises non enregistrées, la grande majorité sont des petits opérateurs économiques, et cela nous aide à comprendre pourquoi ces campagnes sont souvent perçues comme très inéquitables. Le premier, c'est cette idée fausse répandue selon laquelle les petites entreprises non enregistrées ou informelles ne contribuent pas au bien public, qu'elles ne paient aucune taxe. Et c'est souvent faux. On pense que c'est vrai par définition, mais selon la plupart des définitions, ce n'est pas forcément vrai, et empiriquement, ce n'est pas vrai non plus. Au sein de l'ICTD, nous avons beaucoup travaillé là-dessus, notamment en interrogeant des opérateurs informels et en examinant les différents paiements qu'ils effectuent. Nous avons constaté que beaucoup d'entre eux paient déjà, que ce soit au niveau national via des taxes présomptives ou au niveau municipal avec toute une variété de taxes, de paiements, de frais et de licences collectées localement qui ne parviennent peut-être pas aux autorités fiscales nationales mais qui représentent déjà des réelles charges économiques pour les petits opérateurs. Et en plus de cela, il y a aussi des paiements informels, des frais de marché et d'autres choses qu'ils payent déjà. Le deuxième point à souligner, c'est que les revenus des très petits opérateurs sont très faibles et cela est souvent sous-estimé. Le fait qu'on qualifie souvent ces petits opérateurs d'entreprise ou de petits entrepreneurs crée parfois une image erronée de leur réalité économique. Les revenus sont souvent très bas, mais aussi instables, irréguliers et risqués, surtout ces dernières années. On parle souvent à des gens qui ne gagnent pas un revenu régulier tous les jours. Par exemple, s'ils vendent sur certains marchés, ils payent une redevance quotidienne à la municipalité. Nous avons mené une étude à Accra avec l'ICTD en interrogeant plus de 2500 opérateurs informels. Nous avons examiné les frais, paiements et taxes qu'ils versaient, ainsi que leurs revenus. Ce qui nous a frappé, c'est à quel point les revenus des groupes les plus pauvres de cette population étaient faibles, et combien de frais et autres paiements ils effectuaient malgré tout. Si l'on regarde le quintile de revenus le plus bas, le groupe que nous avons interrogé payait plus de 15% de ses revenus en taxes diverses, frais d'utilisation, licences et permis. Pour le deuxième quintile le plus bas, c'est 10%. Pour le quintile le plus élevé, c'est moins de 5%. Donc, le fait que beaucoup d'entre eux effectuent ces paiements, mais que les revenus du bas de l'échelle, ce quintile le plus bas, soient bien au-dessus de tout seuil fiscal formel et en dessous du seuil de pauvreté, le fait qu'ils paient déjà quelque chose et que leurs revenus soient faibles signifie que ces paiements représentent des charges importantes. Cela rend le discours selon lequel tout le monde doit payer sa petite part assez cynique, car certains paient déjà, et ces parts ne sont plus si petites, et ce sont des gens qui, sans doute, ne devraient rien payer. Le troisième point à garder à l'esprit, c'est que dans bien des cas, ce sont des personnes qui ont déjà vu la qualité des services qu'ils reçoivent se détériorer, ou pour les opérateurs informels qui n'ont jamais bénéficié de ces services. Alors, quand on leur demande de payer des taxes supplémentaires, ils posent des questions légitimes sur les services qu'ils reçoivent, et souvent, les réponses ne les convainquent pas. Pour toutes ces raisons, si nous avons ces campagnes d'enregistrement de masse ou ces taxes présomptives à large échelle qui ne ciblent pas les opérateurs à un revenu plus élevé, il y a un vrai risque qu'elles finissent par toucher les opérateurs à faible revenu qui paient déjà quelque chose et pour qui même un petit paiement représente une charge réelle. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a eu tant de préoccupations en matière d'équité autour des campagnes d'enregistrement de masse ainsi que des taxes présomptives. Why there's been such substantive equity concerns around mass registration exercises, as well as presumptive taxes. Merci à Max Gallienne qui a accepté dans son temps très chargé de venir partager avec nous ces informations que je juge personnellement précieuses et que je vous soumets à vous, acteurs de la société civile, mais aussi décideurs publics, sur le débat de savoir notamment s'il est pertinent d'élargir l'assiette fiscale en allant vers
en masse vers des entreprises non enregistrées et de très petites entreprises. Je profite aussi pour remercier Mario. Mario, c'est un chercheur associé de Tax Justice Network. Il a accepté de porter la voix francophone de Max qui lui répondait en anglais. Je te remercie beaucoup, Mario, pour la qualité de la traduction et j'espère que le message est passé pour tout le monde. Mais je remercie aussi la grande équipe de podcasts de Tax Justice Network, Léo, Naomi Fowler. Et je vous annonce, pour ceux qui s'y intéressent, que nous avons un nouveau podcast qui traitera des questions de justice fiscale dans la partie Asie du Sud-Est, notamment l'Inde et le Pakistan. Je rappelle que vous pouvez écouter votre podcast et bien d'autres épisodes sur la page des podcasts de Tax Justice Network, podcasts avec s.taxjustice.net. Vous pouvez écouter sur l'ensemble des applications de podcasts, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher et une dizaine d'autres applications qui sont accessibles librement. Notre page Twitter, hashtag Impôt Social, notre page Facebook, Impôt et Justice Sociale sur YouTube. Vous pouvez nous écouter sur notre chaîne www.impotetjusticesociale.com ou tout simplement nous écrire impôt avec s-8 social@outlook.fr. Voilà pour ce 71e épisode. À très bientôt pour un autre podcast en français sur la justice fiscale et la justice sociale en Afrique et dans le monde.